Pour une fois, je suis quand même prête. Merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste. Je me dis, la République du Congo, c'est un pays souverain. Ils sont donc libres de prendre des décisions. Mais moi, je comprends leur position. Sans les encourager, sans non plus faire des commentaires inutiles, je me dis, je comprends très bien leur position. Parce qu'aujourd'hui, la situation est que la planète est en danger. Et pour que nous puissions aujourd'hui nous en sortir et que la planète soit en sécurité, il va falloir que nous puissions réduire les volumes émis des gaz à effet de serre. Et pour cela, il y a la forêt, les tourbières et même l'eau qui font qu'aujourd'hui, on puisse réduire sensiblement le volume, comme j'ai dit, des gaz à effet de serre qui sont émis. Parce que vous savez aujourd'hui, quand le carbone, quand nous avons le COD qui monte et qui reste dans l'atmosphère, ça peut faire beaucoup d'années. Nous avons même certains gaz à effet de serre qui peuvent faire plus de 200 ans dans l'atmosphère. D'autres peuvent faire plus de 100 ans, comme les gaz méthane. Vous voyez? Donc, il est important absolument qu'on puisse réduire ces volumes. Déjà, même si aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on ne faisait plus rien, nous en avons peut-être encore pour 100 ans pour que nous puissions avoir une atmosphère assainie. Alors, si on continue à émettre des gaz à effet de serre, ça va s'accumuler. Et à la fin, nous allons tous mourir. Parce qu'il y aura trop de gaz à effet de serre, ce ne sera plus possible de vivre, il y aura trop d'inondations. Et donc, comme je l'ai dit, avec tous les réchauffements climatiques, on peut avoir une augmentation jusqu'à 4 degrés d'ici 2100 si on n'agit pas. Alors, pour ça, les pays qui aujourd'hui ont justement cette manne rare qui est la forêt, qui peuvent donc agir de manière significative, qui peuvent réduire de manière significative le volume de gaz à effet de serre, il faudrait que ces forêts, il faudrait que ce soit les forêts, les tourbières, il faut qu'ils soient rémunérés, qu'il y ait une compensation. Sinon, vous savez, chez nous, la forêt constitue pour nous notre supermarché ou notre alimentation. La forêt constitue pour nous une pharmacie. Que quelqu'un soit blessé aujourd'hui, que quelqu'un soit cassé aujourd'hui, que quelqu'un manque quoi que ce soit pour n'importe quelle maladie. Tous les médicaments que nous avons, c'est dans la forêt. C'est tantôt la racine, tantôt ce sont les feuilles, tantôt c'est la tige, tantôt c'est je ne sais pas quoi. On a toutes sortes de choses. Il y a des mixtures, il y a nous pouvons faire des coctions. Il y a toutes sortes de choses que nous faisons, toutes sortes de recettes qu'on peut aujourd'hui faire à partir de la forêt pour que nous puissions guérir. Et vous savez, avec les niveaux de pauvreté de nos pays, c'est très difficile de toujours accéder à tous les médicaments que nous appelons les médicaments des blancs qui se trouvent dans les pharmacies. Et donc la forêt, comme je disais, c'est notre supermarché. La forêt, c'est aussi notre, je disais que c'était notre pharmacie. La forêt aujourd'hui, ça nous aide pour avoir les habits. La forêt, ça résout pratiquement tous nos problèmes. Les bois dont nous avons besoin, l'énergie pour nos maisons, pour l'alimentation et tout. On trouve tout cela dans la forêt. Alors quand on nous dit aujourd'hui, ou nous disons aux populations riveraines des forêts, nous disons à nos communautés qui sont dans les milieux ruraux, on leur dit de ne pas utiliser, de ne pas aller couper la forêt, qu'on puisse à la limite sortir les PFNL, les produits forestiers non ligneux, mais que nous ne puissions pas vraiment aller exploiter nos forêts, qu'on puisse les conserver pour que nous puissions bénéficier tous ensemble des bénéfices de cette conservation. Il va falloir qu'il y ait compensation. Mais maintenant, si nous venons, nous les Africains, nous exposons, nous parlons parce qu'en fait, vous savez, jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique ne contribue que jusqu'à 4%. 4% seulement de toute la pollution ou de tous ces effets des gaz à effet de serre. 4%. Le reste, c'est dans les pays occidentaux ou les pays, pas seulement occidentaux, en fait, tous les pays des autres continents. Mais aujourd'hui, nous qui avons, je peux parler de la forêt du bassin du Congo, dans la République démocratique du Congo, bien sûr, avec le Congo, avec le Gabon, avec le Cameroun, tous les bassins du Congo, c'est que nous avons, pendant que nous sommes devenus justement les premiers poumons du monde là, quand nous sommes en train de discuter, au fait, ce qui se passe, c'est comme un peu ce que les commerçants font avec les communautés qui produisent les aliments. C'est-à-dire, les acheteurs viennent, ils imposent leur prix. Or, ce n'est pas comme ça qu'on peut avoir un partenariat gagnant-gagnant. Pendant que nous devons donc faire le sacrifice de ne pas utiliser notre forêt pour tous nos besoins humains fondamentaux,
Donc il va falloir que notre voix soit portée pour que les pays qui ont pollué, qui sont donc plus responsables de ces effets, de cette situation difficile dans laquelle se trouve la planète, il va falloir qu'eux nous écoutent d'abord. C'est seulement en nous écoutant maintenant que nous pouvons bien changer. Alors eux, ce qu'ils font, ils disent non, c'est comme si on était en train de quémander de l'aide. On ne quémande pas de l'aide. Ce n'est pas une faveur qu'ils font à l'Afrique. C'est plutôt l'Afrique qui est forte. C'est l'Afrique qui a les produits qu'eux n'ont pas aujourd'hui. Et c'est un produit qui va donc sauver le monde entier, qui va sauver toute la planète. Nous ne sommes pas, on ne peut pas être... C'est comme si nous venions, comme je dis, on vient commander, on vient quémander, nous attendons qu'eux décident pour que nous puissions avoir quelque chose. Non. Il faudrait qu'à la table des négociations, s'il y a négociation à ce moment-là, en l'occurrence, donc, que c'est que nous venons proposer, nous proposons ce que nous avons, et eux maintenant, ils peuvent discuter sur cette base-là. Or, ce qui s'est passé, c'est que dès le départ, déjà, eux, vous imaginez les carbones de chez nous, ici, le prix de carbone que nous avons chez nous, s'ils veulent le rémunérer un peu, nos carbones, nous, c'est à 5 $, à peine 10 $. Alors que le même carbone, de l'autre côté, le carbone qui est conservé, et le carbone donc qui est absorbé avec les forêts de chez eux, avec les différents produits de chez eux, c'est dans les 30 $, 50 $, 60 $. Donc, c'est pas juste. Comment est-ce que nous pouvons continuer à parler avec eux s'ils ne veulent pas, eux, changer leur position? Donc, comme je dis, sans que je puisse encourager vraiment le Congo en face, je me dis, je comprends très bien leur position. Et je suis même sûr que si tous les pays, que ce soit du bassin du Congo, que ce soit de l'Amazonie ou encore de l'Indonésie, si chaque pays aujourd'hui se disait, bon, quand vous ne voulez pas, ok, continuez alors comme ça. Nous nous retirons, je suis sûr que le langage va changer. Je suis sûr que ça va pousser à ce que nos partenaires en face puissent aussi commencer à écouter l'Afrique. Donc vraiment, d'une manière ou d'une autre, je dis, moi je comprends très bien leur position. Ils sont libres de faire ça. Je n'ai pas dit que j'encourage la RDC à faire la même chose. Je vois qu'il y a encore là pour nous. Nous laissons encore un peu la porte pour qu'on continue à échanger avec les partenaires. Peut-être qu'on va arriver à trouver un terrain d'entente. Mais je me dis, je vois que leur position là, si cette position est suivie par d'autres pays, ce sera très difficile. Merci beaucoup. Vous savez, moi je regrette que je sois déjà assez âgé comme ça. Parce que si j'étais très jeune, déjà moi-même je serais parti. En plus, moi je vous ai déjà dit, moi je suis fille des militaires. Mon papa était soldat. Quand nous avons habité les camps Kokolo ici. Et quand nous avons quitté les camps Kokolo, mon papa était sergent. Il avait 3 traits comme ça dans ce qu'on leur donne ici là. Donc, moi, je sais comment c'est important d'être dans l'armée. Je sais comment c'est important et quelle fierté il y a à lutter aujourd'hui pour sauver, pour défendre la patrie. J'ai grandi avec ça en tête. Seulement, bon, mon papa n'avait pas voulu que je puisse aller dans l'armée. Il trouvait que j'étais déjà très difficile comme ça. Et donc, il me disait, si j'allais dans l'armée, j'allais être très sévère. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais sinon, moi, j'encourage effectivement les jeunes à aller défendre la patrie, à s'enrôler pour qu'ils puissent aller défendre la patrie. Vous savez, la patrie est sacrée. Aujourd'hui, vous pouvez aller, nous avons eu la possibilité de voyager dans beaucoup de pays. Je disais toujours, là où moi j'ai grandi, il n'y avait même pas toujours le courant, comme maintenant d'ailleurs, mais je pouvais circuler dans notre petite obscurité du quartier sans avoir peur. Mais quand j'étais dans les pays des autres, avec toutes les lumières qu'il y avait là-bas, j'avais toujours peur. À tout moment, on pouvait me rappeler que je n'étais pas chez moi. À tout moment, on pouvait me demander mes papiers. Et tu es en train de vivre avec cette hantise de te dire, aujourd'hui, ça peut chauffer. Comment je ferai pour rentrer chez moi? Aujourd'hui, ça peut chauffer. On peut me débarquer, on peut me chasser, et ainsi de suite. Donc, je vous assure, c'est très important. C'est fondamental. Et je me dis même que c'est obligatoire, justement, que nous puissions défendre notre patrie comme c'est écrit dans la Constitution. Maintenant, comme nous ne pouvons pas tous y aller, moi j'ai dit si j'étais plus jeune, ce serait parti. Donc ceux qui sont plus jeunes là, aujourd'hui justement, ils ont l'opportunité de faire quelque chose de noble. Non seulement ils seront fiers eux-mêmes, mais tout le pays sera fier. Vous imaginez si aujourd'hui notre souveraineté est toujours mise en mal, comme ça se fait là actuellement. Si nous ne défendons pas notre patrie, nous allons être envahis. Il y a des pays qui existent, mais qui ont connu des situations où ils ont été découpés comme ça en morceaux. Et ces pays-là ont eu beaucoup de difficultés pour aujourd'hui se remettre et commencer leur développement. Et donc, pour que nous ne soyons pas comme les pays voisins, je ne vais pas les citer, les pays qui ont vécu les guerres pendant 40 ans. Il y a des pays en Afrique qui ont vécu les guerres pendant plus de 20 ans. Un enfant né dans la guerre, grandi dans la guerre, peut-être même il meurt dans la guerre parce qu'on a tiré sur lui. Donc comme les pays de l'Afrique de l'Ouest, je ne vais pas citer beaucoup de pays, mais en tout cas il y a des pays africains qui ont connu qui ont connu les guerres pendant des années. Donc c'est des générations entières comme ça qui passent. Si aujourd'hui les jeunes
Congolais ne s'élèvent pas, ils ne s'enrôlent pas, pour que nous puissions avoir une armée plus forte, pour que nous soyons d'abord plus nombreux dans l'armée. Mais c'est nous sommes déjà assez âgés, c'est-à-dire leur génération même là, leur avenir sera mis en mal. Ils vont évoluer où si le pays n'est pas en paix? Ils vont évoluer où s'ils sont sous domination? Ils vont évoluer comment s'ils sont avec les envahisseurs? Le pays ne se développera pas, même eux-mêmes s'ils ont des talents, même s'ils ont des compétences, ils ne pourront rien faire avec ça. Et donc, tout notre avenir, c'est l'avenir du pays qui est mis actuellement, qui est mis en difficulté. Nous sommes en train de jouer pour l'avenir de ce pays. Et donc, pour cela, il est important, il est impératif, il est obligatoire, c'est un droit et un devoir pour les jeunes de s'enrôler. Parce que la patrie est sacrée. Parce que nous n'avons qu'un seul héritage commun pour tous les Congolais, c'est la République démocratique du Congo. C'est notre pays, c'est notre nation, c'est notre patrie. Avec aujourd'hui ce que nous avons dans nos frontières, nos 2 345 409 km². On doit garder toute notre superficie, on ne doit même pas céder 1 seul centimètre carré. Et donc pour ça, il est important que tous les jeunes filles, les jeunes garçons, où que ce soit, puissent s'enrôler dans l'armée pour défendre notre unique héritage, notre pays, la République démocratique du Congo, contre les envahisseurs. Et les jeunes de... D'ailleurs, nous les Bassoko, nous sommes des guerriers. Donc nous les Bassoko, la guerre, ça c'est notre monde. Bon, je vais dire dans les temps, et c'est ce qu'on nous a toujours dit. Mais c'est resté dans le sang. C'est-à-dire, nous les Bassoko, aujourd'hui, moi je suis en train d'appeler le peuple Soko, dans tous les secteurs, dans toutes les chefferies, il faudrait que tous les jeunes de Bassoko puissent s'enrôler. Parce que, comme je l'ai dit, c'est important de défendre notre pays. La patrie, elle est sacrée, c'est notre seul avenir, c'est leur avenir d'ailleurs, plus à eux qu'à nous, parce que nous allons peut-être bientôt passer. C'est vraiment pour leur avenir, l'avenir des générations futures, et c'est vraiment pour que... c'est quelque chose qui est très noble. Ils vont défendre aujourd'hui la patrie pour eux-mêmes, pour nous et pour nos enfants. Donc moi je les encourage, c'est pour ça que je rappelle que les Bassoko, dans le temps c'était des guerriers, et donc que ceux qui sont aujourd'hui, nous tous, les adultes, nous tous les parents, nous devons encourager nos enfants pour qu'ils puissent aller pour défendre la patrie, pour que nous soyons tous, que nous puissions nous lancer finalement vers ce développement attendu pour que les Congos soient plus beaux qu'avant. Merci. Merci.